Bonjour, bienvenue sur le Grand Banquet. Aujourd'hui, un nouveau format de vidéo qui m'a été réclamé par vous en commentaire, une conversation privée sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout le monde. Vous m'avez demandé de parler d'actualité cinéma, et comme il y a déjà plein de youtubeurs qui le font, je me sentais pas forcément de le faire. Je sais pas si c'est très intéressant que je le fasse ou pas. Bah, j'aime bien l'idée en fait de vous montrer des petites choses que moi j'aime bien et qui sont peut-être un peu moins connues. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un Lolo rapport une fois par mois où j'allais vous rapporter tout simplement ce que j'ai lu, vu et à quoi j'ai joué qui ferait partie de l'actualité. Je commence tout de suite avec Parasite de Bong Joon-ho, la Palme d'Or, que j'ai évidemment adoré. Moi j'avais beaucoup d'attentes sur ce film-là. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que j'aime énormément, que j'avais découvert avec The Host à l'époque, et c'est même mon préféré en fait. J'adore l'idée qu'il y a un monstre qu'on ne voit pas tout le long et qui est une tension vraiment tout le long. Je trouve ça merveilleux. Il a aussi fait le Transpersonnage, c'est pas un de ses plus grands films, mais la BD est géniale, je vous la conseille aussi. Je suis pas toujours d'accord avec les Palmes d'Or, notamment l'an dernier, c'est Une affaire de famille de Koreeda qui l'a eu. Mon Koreeda, j'adore, j'aime bien Une affaire de famille, mais je trouve que c'est son moins bon, à côté de Nobody Knows ou Still Walking par exemple, que je vous conseille énormément, qui sont des très très beaux films tranches de vie japonaises. Enfin, ça a pas loupé. Parasite, pour ceux qui l'ont pas vu, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille de pauvres qui va se moquer d'une famille de riches. En fait, qui va rentrer à son service de manière pas très légale. Il y a plein de choses à dire sur ce film, je vais vous dire ce que moi j'y ai vu en tout cas. Pour moi, il y a vraiment deux parties dans ce film-là. Une première partie vraiment plus longue, vraiment plus drôle, où on suit les pauvres qui vont se moquer des riches, et une deuxième partie beaucoup plus sombre. Notamment, en fait, la marque, la rupture du film, pour moi, c'est à un moment, il y a un escalier qui descend. En fait, c'est une redescente pour moi vers les enfers, entre guillemets, pour... vous verrez la situation, je vais pas raconter. Et en fait, il y a même un changement de caméra, on dirait même une GoPro, quelque chose d'un peu sale, et c'est filmé d'en bas. On les voit redescendre, et il y a vraiment un aspect un peu sale, un peu triste. Évidemment, c'est une satire sociale, ça va vraiment parler des classes sociales, du fait que on vit pas du tout les uns comme les autres, du fait qu'on a des a priori, des choses comme ça. Bon, ça c'est très très riche. Ça parle également d'éducation. On voit notamment la famille de riches ne pas trop s'occuper de l'éducation en fait de leurs enfants, le laisser justement à des domestiques. Et on voit aussi la difficulté d'avoir une famille quand on est pauvre, et justement devoir magouiller comme la famille le fait pour essayer de survivre. Mon ami Antoine m'a dit un truc génial, je trouve, c'est que la toute première scène commence avec une recherche de Wi-Fi, une recherche de Wi-Fi du voisin, donc près du plafond vraiment, parce qu'il ne paye pas internet évidemment. Et la dernière scène, c'est une scène de lettres manuscrites, c'est vraiment le tout dernier plan. Et du coup, c'est un peu comme un retour aux sources, où vraiment la rupture riche, pauvreté, technologie, et puis du coup, fait main entre guillemets. Et pour moi, ça dit beaucoup du film. Bong Joon-ho, c'est vraiment un réalisateur qui maîtrise à fond ses films, et du coup, je vous conseille vraiment de le voir, hein, si vous n'avez pas vu Parasite, c'est vraiment génial. En animation japonaise, je suis allée voir Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara. Alors ça aurait pu être trop génial s'il n'y avait pas un gros bémol pour moi. Bon, moi j'ai vraiment trouvé ça chouette quand même. Je commence par le positif. C'est un film qui est très poétique, très beau, avec beaucoup d'images très très chouettes, très fantasmées, vraiment comme dans un rêve. L'idée, c'est qu'on suit une jeune fille qui s'avère être la déesse des vents de l'Est et qui manque dans un royaume qui justement est sans pluie. On découvrira pourquoi, et c'est son aventure à elle qui vient du monde réel et qui se retrouve dans ce royaume-là. Au niveau de l'animation, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très beau, très doux. Les personnages sont rigolos, il y a plein de choses vraiment très très fantasques, très chouettes. Et du coup, qu'est-ce qui va pas? Pour moi, ce sont les dialogues. Depuis 10 ans, 10-15 ans, il y a un surplus de dialogue en permanence dans les films d'animation et dans les séries animées. Notamment, donc dans ce film-là, il y a un grand méchant, il est très méchant, il vole les ressources, il est méchant. Et on le voit bien, on le voit par les images, on le voit par la lenteur du personnage, tout le monde le respecte, le fuit, etc. Et à côté de lui, il a un petit acolyte qui arrête pas d'expliquer le fait qu'il est méchant. Et moi, je trouve ça hyper dommage parce que on a un trop plus d'explications aujourd'hui qui fait qu'on perd complètement la poésie des films qui étaient Nausicaa, Ponyo, etc. où il n'y avait pas de dialogue et la poésie fonctionnait d'elle-même justement. Après j'ai quand même mis 7 sur Sens Critique, j'ai trouvé ça bien, donc si vous aimez l'animation japonaise, je vous conseille quand même de le voir. Sorti il y a un peu plus longtemps, mais j'avais envie de vous en parler quand même, c'est Child Play de Lars Klevberg. La prononciation est pas aussi bonne que la version japonaise, désolée. Et Child Play, c'est Chucky. Et moi j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper divertissant, hyper bien fichu. Bon, moi je suis très fan de films d'horreur, mais là ça n'a rien de gore, donc si vous supportez pas trop le sang, etc., vous inquiétez pas. Toutes les scènes qui sont vraiment de crime avec du sang, on les voit pas beaucoup, elles sont vraiment seulement suggérées. L'histoire démarre en Chine,
dans une usine de poupées où un employé se fait hurler dessus comme un malpropre et il décide d'enlever toutes les sécurités d'une des poupées et de l'envoyer quand même en magasin, ce qui fait que Andy finit par la récupérer chez lui en Amérique. Je trouve ça un poil plus réaliste, même si je me rends bien compte que sans les sécurités, une poupée c'est pas super méchant non plus quoi. Je vais pas vous spoiler comme d'habitude, mais je trouve que la technologie est hyper bien utilisée dans ce film là. C'est pas hyper réaliste, mais en même temps je trouve qu'on est vachement plus dedans que les anciens Chucky. Et mis à part ça, bah moi j'ai pas arrêté de rire, je trouve qu'il y a plein de super gags, qu'il y a plein de choses un peu modernes, un peu punchy, et moi j'ai passé un super moment. Du coup si vous l'avez pas vu, bah je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler de la meilleure série de tous les temps. Bon, j'exagère un peu évidemment, mais il faut vraiment que vous voyez cette série. Ça s'appelle Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Donc déjà, argumentaire premier, c'est que 2 saisons, c'est terminé, ça dure 6 épisodes par saison, 28 minutes. Moi j'adore quand une série, on a déjà pensé à la fin et on n'est pas seulement en train allonger encore le scénario parce que la série fonctionne bien. Et là justement, bah c'est le cas. Et de quoi ça parle ? Bah ça parle de Fleabag, c'est son surnom. Une nana qui a 30 ans, qui a une sœur qui est coincée et froide, sa mère qui est morte, son père qui fricote avec sa marraine, et elle a ouvert un café de cochons d'Inde avec pour thème les cochons d'Inde avec sa meilleure amie. Elle casse le 4e mur pour faire des petites remarques assez sarcastiques et c'est très rigolo. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est vraiment de la tranche de vie, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper drôle jusqu'à ce que ça devienne hyper dramatique. Et petit bonus si ça peut vous motiver, dans la 2e saison il y a l'acteur qui faisait Moriarty dans Sherlock, Andrew Scott, que j'aime énormément et qui joue un prêtre vulgaire qui boit du gin tonic dans une église, et c'est très rigolo. Ensuite en roman, j'ai lu plein de trucs, mais je vais vous parler de 2 romans en particulier. Glory Hall de Frédéric Jacot aux éditions Les Arènes, collection Equinox. Alors Glory Hall, je sais pas si vous savez ce que c'est un trou dans lequel on peut mettre son pénis dans des lieux de prostitution ou des lieux un peu salaces comme ça. Moi j'aime bien tout ce qui est mauvais genre, tout ça, donc moi je trouve ça très rigolo. Et c'est l'histoire de Jean et Michel, les Claire, qui se sont promis à l'orphelinat d'être ensemble pour toujours et de se protéger. Et malheureusement, Jean et Michel, ils se sont séparés de Claire il y a longtemps. Et un jour, ils repensent à elle et ils tombent sur une photo d'elle dans un magazine pornographique. S'ensuit toute une aventure pour la recherche de Claire et c'est vraiment une histoire d'amitié très poétique, étonnamment, avec des petits passages sur le fait que la pornographie, c'est assez sale et du coup, les conditions de travail, etc., la violence, ce genre de choses-là, spoiler alert, c'est pas si marrant que ça. Moi j'ai trouvé ce bouquin très très équilibré et notamment quelque chose que j'ai adoré, le fait que les dialogues soient vraiment insérés dans le texte et ça fait vraiment une poésie comme un écho, comme s'ils étaient loin, on est vraiment loin du texte à regarder observateur et je trouve ça vraiment très très bien écrit, du coup je vous le conseille. Un autre roman que j'ai pas, je peux pas vous le montrer, je l'ai prêté à mon rédac chef mais j'avais très envie de vous en parler, c'est Terminus de Tom Schmetterlitz aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est l'histoire de Moss qui est agent à la NCIS et qui va être appelé sur un crime sordide dans une maison où toute la famille a été assassinée avec des boyaux dehors, des ongles enlevés, etc. C'est pas trop pourquoi elle est appelée là au début, vu que c'est pas son boulot. Elle va rapidement se rendre compte que c'est la maison de son ancienne meilleure amie qui avait disparu quand elles étaient jeunes. Pourquoi on l'appelle ? C'est parce que depuis ce crime-là, on s'est rendu compte que le terminus a avancé. Le terminus, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin du monde où tout le monde sera pendu et il y aura des vaisseaux faits d'ongles humains. Affreux. Et pourquoi on connaît la fin du monde ? Parce qu'on peut voyager dans le temps. Le système de voyage dans le temps, c'est un système de TFI. On envoie quelqu'un du présent dans un futur potentiel et quand il revient, ça va enlever toutes ces images-là et provoquer un autre futur. Ce qui est super chouette, c'est que c'est une enquête et que ce TFI, ces voyages dans le temps, vont nous permettre de tout le temps réévaluer les indices qu'on a. Du coup, on est tout le temps plongé dans le bouquin, disons. Moi, j'ai vraiment lu ça très très vite. Et en plus, du coup, c'est un peu science-fiction, un peu thriller, un peu polar, enfin c'est vraiment super chouette et ça je vous conseille vraiment de le lire cet été si vous avez l'occasion. Sur la plage, ça se lit super bien. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait un article dessus dans Superflu, donc je le mets en description si vous avez envie d'aller le lire, n'hésitez pas. Et je termine cette vidéo avec le théorème funeste de Alexandre K aux éditions Tanibis. Alexandre K, il a notamment fait Le sortilège de la femme automate que j'adore, c'est très poétique, ça parle de fric, ça parle de cirque, c'est vraiment très beau, c'est toujours fantastique, c'est BD. Et les éditions Tanibis, c'est vraiment top, un petit mot dessus pour dire que c'est punk, c'est underground, c'est toujours très décalé et toujours aussi poétique, enfin moi ça me plaît énormément, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller feuilleter leurs éditions, moi j'adore. L'histoire, c'est un homme qui va en Afrique pour discuter de mathématiques, il revient avec tout un savoir et personne ne veut en parler avec lui. Alors il va payer un disciple pour en discuter. Le jour où il n'aura plus d'argent, c'est son disciple qui va le payer pour discuter avec lui tellement la discussion est passionnante.
Quand le maître meurt, le disciple prend son nom et son nom ce sera Pythagore. S'ensuit toute une aventure scientifique où les hommes de science vont se passer des énigmes de génération en génération. C'est forcément fantasmé, mais je pense qu'il y a un poil de réalité dans l'idée, dans la recherche, etc. J'ai trouvé ça très, très poétique comme manière de présenter les maths. Et du coup, le dessin est toujours géométrique, représente vachement bien en fait les pensées ou les mathématiques tout simplement. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien avec le récit. Enfin, moi j'ai trouvé ça très chouette. C'est très simple à lire, ça a une demi-heure, c'est un petit bouquin. Et bon, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, donc je vous conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Râlez pas trop s'il n'y a pas de jeu PC ou jeu de société, c'est juste que j'ai rien fait de récent, de chouette, et du coup je voyais pas l'intérêt de vous parler de trucs pas ouf, tout simplement. Du coup, en ce moment, je joue à des jeux trucs qui sont mieux, et quand j'essaye, après quand il y a une pépite, je vous en parle, promis. Dans tous les cas, je veux bien avoir votre avis. Je vous dis aussi merci de me partager, c'est très important parce que sinon je suis toute seule sur YouTube, tout simplement. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Sans vous, je suis pas grand chose. Donc merci de commenter, merci de liker, tout ça. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très vite en commentaire et sur la chaîne. Salut!